Juillet 1962. Le service des reportages au Festival de la Ruée vers l'Or. Le fleuve Yukon poursuit sa descente rapide vers les eaux glacées de la mer de Bering. Au passage, il salue Dawson, la capitale de la ruée vers l'or du Klondike à la fin du siècle dernier. Dawson qui compta vers 1904 jusqu'à 35 000 habitants. Et Dawson qui est aujourd'hui presque une ville fantôme où habitent à peine 600 personnes. Et la plupart des maisons tombent en ruine. Mais cependant, Dawson ne veut pas mourir. Au contraire, elle veut revivre à travers les manifestations de son festival de la ruée vers l'or. Elle invite ses habitants, dont quelques-uns sont des pionniers qui ont vraiment vécu cette aventure, de même que les touristes, à se reporter à la fin du siècle dernier. Nous vous invitons à les suivre. Oh, nous ne vous promettons pas de trouver de l'or dans les rues de Dawson, non. Tout simplement, nous espérons piquer votre intérêt comme les maringouins qui sont en train de nous piquer en ce moment. Un chercheur d'or qui n'aurait pas revu Dawson depuis la fin du siècle dernier, alors que la ville poussait comme un champignon, s'y retrouverait quelque peu dépaysé. Sans doute, beaucoup des vieilles maisons de l'époque sont encore debout, mais plusieurs sont abandonnées, souvent délabrées, et penchent dangereusement sous l'action du soleil d'été qui ramollit le permafrost. Notre homme retrouverait des vestiges d'habitations disparues qui suintent la tristesse malgré ce climat de festivité. La capitale de l'or semble vivre de ses fantômes. Les camions ont remplacé ces vieilles locomotives qui transportaient hommes, machines et vivres dans la vallée de la Bonanza et de l'Eldorado pour en rapporter le métal jaune dont l'abondance avait soulevé l'intérêt du monde entier. Si Dawson doit revivre, on sent qu'elle ne sera plus jamais autre chose qu'une ville-musée, témoin d'une époque à jamais révolue. On y menait joyeuse vie dans les hôtels et les saloons de Dawson. Prospecteurs et mineurs dépensaient largement. L'alcool ne faisait pas long feu dans les verres et le champagne se vendait 30 $ la chopine. Le commerce y était florissant. Sur le Yukon, qui se prenait, ma foi, pour le Mississippi du Grand Nord, des navires à aube, guidés par des pilotes connaissant le fleuve comme leur poche, remontaient depuis St. Michael's, en Alaska, jusqu'à Dawson. C'était la voie fluviale qu'empruntaient la plupart des Américains embarqués dans les ports de San Francisco et de Seattle. Les banques ouvrirent bientôt des succursales pour y acheter l'or, recueillir les épargnes et établir le crédit des commerçants. En 1900, le gouvernement fédéral érige un bureau de poste classé aujourd'hui comme monument historique. Il est depuis longtemps déjà dans un piteux état de délabrement. On entend le restaurer de même que plusieurs autres maisons, hôtels, boutiques, ateliers, salles publiques, églises qui ont une valeur d'évocation. Le touriste, surtout s'il est de culture anglaise, s'en voudrait de ne pas faire un détour pour aller visiter la cabine du célèbre poète Robert Service. Il avait loué cette maisonnette d'une vieille dame. Il y composait à loisir, dans une langue familière, des ballades dramatiques et sentimentales sur les aventures des chercheurs d'or et des pionniers du Nord-Ouest. Poèmes dont les vers ne manquent pas de souffle et de rythme. J'ai remarqué que plus d'un citoyen de la région qui se pique d'avoir des lettres, et surtout quand il a célébré le festival par moult consommations bien frappées, se prend à redevenir sentimental et se laisse aller à réciter de mémoire et avec une diction légèrement empâtée quelques vers de Robert Service, sans doute appris sur les bancs de la petite école. Le Palace Grand Theatre, rebâti à neuf sur l'emplacement du premier construit en 1900, présente Foxy,
une comédie musicale basée sur une histoire de chercheurs d'or. Entre les spectacles, les danseuses se détendent et Burt Lahr, la vedette qui incarne Foxy, prend le frais. L'administration, on la retrouve même au Yukon. Modeste et effacée, les églises attirent quand même le regard du promeneur, celle de St. Andrews qui servit aux presbytériens jusqu'en 1920 et celle de Saint-Paul où les fidèles de toutes les dénominations protestantes célèbrent depuis leurs offices. Là-haut sur la montagne qui domine la ville, le cimetière où dorment sous les croix de bois et les herbes folles tant de pionniers du Yukon. Les noms français y abondent. À quelques 12 milles de Dawson, on se sent vraiment au cœur du Klondike, au milieu de ces galets et de cette terre que les dragueuses géantes ont bouleversée pour y recueillir l'or que les prospecteurs et les mineurs de l'âge héroïque avaient à peine effleuré. Aujourd'hui, 2 juillet 1962, des centaines d'invités et des touristes viennent assister au dévoilement du monument de la découverte par l'honorable Walter Dinsdale, ministre des Affaires du Nord. Rappelons que c'est ici, le 17 août 1897, que Carmack et un groupe d'Indiens de la tribu des Sticks ont aperçu les premières pépites du métal jaune affleurant les rives du ruisseau Bonanza, non loin d'où il se jette dans la rivière Klondike. C'est à l'instigation d'un Canadien français, Joe Ladue, que Anderson et Carmack cherchaient de l'or dans ce coin. Anderson, qui n'aimait pas les Indiens, compagnon de Carmack, partit de son côté. Il devait regretter son geste, car il ne trouva rien qui vaille dans les ruisseaux voisins. Il reprocha toujours amèrement à Carmack de ne pas lui avoir fait part de sa découverte, ainsi que le voulait la loi non écrite des pionniers du Yukon. En moins de quelques mois, plus de 100 000 hommes et femmes avaient quitté leur maison pour le Klondike. 40 000 y parvinrent et 500 à peine y trouvèrent de l'or. Nous sommes dans la vallée de la Bonanza, à quelques milles de Dawson, tout près du claim de la découverte qui, le 17 août 1897, a déclenché cette sensationnelle ruée vers l'or. Ceux que vous avez aperçus cherchant de l'or sont aujourd'hui des touristes qui viennent paner au festival de Dawson, mais pas tous. Il y a ici Monsieur Tom Hébert, qui est âgé de plus de 90 ans et qui est un pionnier des chercheurs de la recherche de l'or ici au Yukon. Monsieur Hébert, en quelle année êtes-vous venu ici? En 98. En 98, une année après la découverte. Oui. Est-ce que vous êtes venu comme prospecteur? J'ai venu avec la police montée pour mener la malle. Avec les chiens? Avec les chiens. Vous êtes né où dans la province de Québec? Sur la côte nord. Il y a un jeune poète de Québec qui a écrit une très belle chanson sur Joe Hébert, un fameux conducteur de chiens. C'était mon père. Ah, c'était votre père. Alors, vous êtes resté combien de temps avec la police montée? 3 ans. Et après ça, vous êtes devenu prospecteur? Oui. En avez-vous trouvé de l'or? J'en ai trouvé, mais pas bien, bien. Pas bien, bien. Avec vous, on ne peut pas savoir à quoi s'en tenir exactement. De toute façon, on a ici ce qu'on appelle une panne, une assiette, une gamelle. Et comment procédiez-vous pour découvrir l'or sur un terrain? Montrez-nous ça, là. Bon, c'est correct. Il faut la laver dans l'eau. Oui. Passer l'eau dessus. Oui. L'or est plus lourd que les roches et puis la oui, terre, puis n'est-ce elle pas? s'en va au fond quand on la brasse comme ça. L'or va au fond, puis le gravier reste dessus. Oui. On Évidemment, lave. on n'en trouve pas à tout coup. Non, on lave le gravier. Est-ce qu'il est arrivé que des mineurs aient découvert une fortune assez intéressante au fond d'une panne comme ça? Ah oui. Est-ce qu'on a une idée du montant le plus élevé qui a été découvert dans le fond d'une panne? Je pense que c'était 1000 piastres, je pense. 1000 piastres. Évidemment, à ce moment-là, c'est pas la véritable extraction du minerai d'or, n'est-ce pas? C'était sûr.
C'est sur le Eldorado Creek. Ouais. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le mineur peut se rendre compte, en panant de cette façon, de la proportion d'or que peut contenir le sol, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, cette terre, vous allez la chercher sur le lit du ruisseau, n'est-ce pas? Oui, sur le lit. Pensez-vous qu'on va en trouver? On ne sait pas. Qu'on appelle le bedrock. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé, vous-même, d'avoir un fond d'assiette assez intéressant? On a déjà pané 25, 30 piastres. 25, 30 piastres du coup, savez-vous que... C'était pas pour moi, c'était pour d'autres. Pas sur mon terrain, mais sur le terrain des autres. Ouais. Vous n'êtes jamais retourné vivre dans la province de Québec? Vous aimez ça, le Yukon? Ah oui, j'aime bien le Yukon. Et si c'était à recommencer, est-ce que vous feriez chercheur d'or? Ah oui, je reviendrai au Yukon. Les mines d'or du Yukon ont rapporté jusqu'ici environ la somme de 250 millions de dollars. D'autres vieux chercheurs, les sourdough, comme on les appelle, habitent l'hospice catholique. Sœur Épiphane des Sœurs de Sainte-Anne nous confie qu'il en est encore qui, au printemps, désertent l'institution pour aller retrouver leur cabane et leur assiette à laver et un peu de leurs illusions perdues. Le festival n'évoque pas que les plaisirs profanes de la population de Dawson à l'époque de la ruée vers l'or. L'Église catholique de Sainte Mary nous rappelle que dès les débuts de ce mouvement de masse, les missionnaires furent des chercheurs d'âme parmi les chercheurs d'or. Le révérend Père Turenne, Oblat de Marie Immaculée, nous raconte les débuts de sa paroisse. Ce n'est donc pas la première église que la paroisse ici. Non, cette église que vous voyez, c'est la troisième église à Bath. La première église fut construite en 1997 par le Père Judge. Il y a donc eu des missionnaires dès les débuts de la ruée vers l'or. Ah oui, le Père Judge, un père jésuite américain, est arrivé avec les premiers coureurs chercheurs d'or. Le premier travail du Père Judge fut de construire l'église St. Mary's et puis aussi l'hôpital St. Mary's Hospital, qui était prête à la fin du mois d'août 1897, une année avant la vraie course à l'or. Père Turenne, qu'est-ce que vous pensez du festival de Dawson? Est-ce que vous croyez que ça va faire revivre cette ville qui n'est peut-être pas une ville fantôme, mais quand même pas loin? Bien, peut-être on pourrait comparer le festival à une injection qu'on reçoit. Ça peut aider l'économie présente, mais est-ce que ça aura une durée permanente ou une efficacité permanente? Je ne crois pas. Le Festival de l'or est-il une bonne affaire pour les hôteliers de Dawson? Allons nous enquérir auprès d'un motelier. Monsieur Arsenault, comment les gens de la ville de Dawson se sont-ils organisés pour recevoir les touristes qui vont venir assister au festival? Vous avez déjà quelques hôtels, combien? On avait 4 hôtels ici en ville, puis 3 motels. C'était pas suffisant pour accommoder tout le monde qui était pour venir ici cet été. Puis il y a un groupe d'hommes... Les hommes d'affaires? Les hommes d'affaires de Whitehorse puis de Dawson qui sont mis ensemble puis ont investi leur argent dans ce motel ici. Qui est constitué de remorques, de cabines sur remorques. 25 en tout. Quel est le prix moyen d'une chambre d'un lit pendant le festival? C'est un petit brin difficile à faire ça, à dire ça. En Bonville, c'est... Oh, ça donne à 6 piastres du lit. Ça donne comme 6 piastres du lit. Maintenant, une fois le festival terminé, qu'est-ce que vous allez faire de ces remorques? Est-ce qu'elles vont rester ici pour un autre festival l'an prochain? On souhaite qu'il va y en avoir un autre pour 2, 3, 4, 5 ans. Mais disons que ça ne marche pas, mais on ne veut pas penser à ça à cette heure. On va seulement penser que ça va marcher. L'une des plus pittoresques manifestations du Festival de l'or, c'est ce rappel des soirées du Klondike qui ne finissent jamais assez à bonne heure pour qu'on s'en retourne chez soi à l'obscurité. À ce temps-ci de l'année, il ne fait jamais noir complètement à Dawson. On y joue au poker et au faro, comme à la belle époque. Les mises sont fortes, mais la monnaie est fausse. Elle s'achète au taux de 1000 $ pour un vrai billet de 1 $. En 1897, les chercheurs d'or n'avaient même pas de monnaie. Ils laissaient leur or au comptoir du tenancier et ils se munissaient de jetons. La partie finie, selon qu'ils avaient gagné ou perdu, ils se faisaient payer en or ou ils délestaient leur sac en peau d'orignal du poids de l'or équivalent au montant perdu, soit environ 1 once pour 15 $.
C'était le bon temps. Dawson ne reverra jamais plus cette épopée extraordinaire de la ruée vers l'or qui a porté le nom et le renom du Klondike aux quatre coins du monde. Mais cependant, Dawson espère que pour la durée de son festival, et surtout s'il se répète l'an prochain et dans les années à venir, la ruée des touristes aura remplacé la ruée vers l'or. Et entre nous, qui oserait décevoir ces espoirs? Car l'or du Yukon, c'est aussi ses richesses naturelles à peine entamées, et c'est peut-être surtout ces paysages magnifiques avec ces montagnes et ce fleuve Yukon qui descend toujours vers la mer.